Bonsoir à tous, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et bienvenue une fois de plus. Je suis content de vous retrouver une fois de plus ce soir pour mon programme spécial dénommé Is Complete Show. Donc, comme vous le saviez déjà, je l'ai annoncé sur Facebook. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la thématique de ce soir, je parlerai de la création ou mise sur pied d'une association caritative dans des pays comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Parce que le Royaume-Uni a un système similaire à celui des États-Unis. Donc c'est de ça que je parlerai ce soir. Et ensuite avec qu'est-ce que c'est la drépanocytose et puis la douleur de drépanocytose. Donc voilà un peu la thématique de ce soir. Bon, je vais commencer par une musique douce, musique d'entrée. Et puis, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour démarrer la thématique. Merci. Nous sommes nos propres pères, si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Salut à tous. Merci mon cher. Merci bien mon frère. Merci. Merci. Et merci d'être connecté. À faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vider un certain perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois le fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Et quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. On l'appelle Corneille. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh, jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même mon amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. Elle est trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que c'était de la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Qu'on vient de loin. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Mes chers, alors on vit chaque jour comme le dernier. Chaque jour, chaque moment, pareil si seulement vous saviez. Seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Chaque jour
Allez, une fois de plus, welcome ladies and gentlemen and welcome to my show. Name is complicated, Anyam Show. You might remember last week I spoke about set up a charity and the sickle cell crisis. And I said I'm going to talk again about the same topic, but this time in French because it was quite deep, so I couldn't speak at the same time both in English and in French. So today my show is going to be on the same topic but in French. Salut une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Comme je l'ai dit tantôt, la thématique de ce soir porte sur la création des associations caritatives en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et la douleur de drépanocytose. Les États-Unis ont presque le même système que l'Angleterre parce que c'est des pays anglo-saxons. Mais la France a un cadre particulier en ce qui concerne la création des associations. J'ai fait des recherches pour les personnes qui vivent en France parce que j'ai parfois été consulté par certaines personnes qui vivent en France et qui ne s'y connaissent pas assez. Comment est-ce que ça se passe pour créer une association? J'ai fait des petites recherches sur ça concernant la France. Bon, je vais, sans toutefois perdre votre temps, je vais rentrer une fois dans la thématique parce qu'elle est quand même profonde. Elle est assez profonde. Alors, je parle de tels sujets, donc notamment du sujet d'aujourd'hui, sur la base de mes 21 années d'expérience professionnelle internationale dans le domaine humanitaire, notamment dans la lutte et la prévention contre la drépanocytose ou anémie SS. À savoir 8 années d'expérience dans ce domaine en Afrique, dont plus particulièrement au Cameroun, entre 1999 et 2007. Cela inclut une année d'échange d'expérience en France entre 2003 et 2004, à travers ma participation à un colloque international à l'UNESCO. C'était en juin 2003. Et puis bon, j'étais resté en France pour 1 an. Et j'ai travaillé avec pas mal d'associations de lutte contre la drépanocytose de ce côté-là, dont j'ai une petite expérience. Plus 2 années d'expérience en tant que fondateur d'une clinique privée, notamment du côté de Yaoundé, entre 2004 et 2006. Plus 11 années d'expérience en tant que fondateur et chef de projet, ce que nous appelons ici en anglais project manager, donc fondateur et chef de projet d'une association reconnue d'utilité publique en Angleterre. Donc entre 2008, nous sommes en 2020, donc en tout ça fait 21 ans. Donc 21 années d'expérience. Et mon œuvre caritative bien sûr, est continuelle. Je suis personnellement âgé de 40 ans et je vis avec une drépanocytose de type S-bêta-thalassémique, donc qui est similaire à la drépanocytose SS. Bon, il y a une légère différence. Donc je préfère rapidement parler de la drépanocytose parce que le sujet même sera plus intéressant, ce qui concerne la création des associations, notamment dans des pays comme la France, dont les pays francophones, je préfère prendre la France comme l'exemple global. Parce que c'est la même chose en Belgique, etc. Ils ont presque le même système que celui de la France en ce qui concerne les pays francophones. La drépanocytose est une maladie génétique ou héréditaire du sang. Elle est non contagieuse. C'est le résultat de l'hémoglobine anormale, donc appelée l'hémoglobine S. Habituellement, les enfants et les adultes qui souffrent de la drépanocytose ont pour symptômes les douleurs osseuses, musculaires et articulaires, dans les os bien sûr. Certaines complications peuvent survenir si le suivi médical n'est pas adéquat, à travers des antalgiques et puis des antibiotiques pour prévenir les infections. L'eau plate, donc de l'eau pure, aide beaucoup à la bonne circulation sanguine. Chez un patient drépanocytaire, il est donc important, voire même vital, pour ce dernier de boire environ 2 à 3 litres d'eau par jour. Bon, je reviens maintenant sur le sujet principal donc concernant la création des associations, notamment du côté de l'Occident.
Bon, si possible, vers la fin, peut-être, je pourrais parler un peu de comment ça se passe du côté de l'Afrique. J'ai appris au cours de ces 21 années d'expérience que de nombreuses personnes, en particulier originaires d'Afrique, ne savent pas que les associations humanitaires ou caritatives dans les pays occidentaux sont des entreprises humanitaires, dont chacune d'elles, au fil du temps et selon les qualités financières et intellectuelles de leurs fondateurs principaux, façonnent leur réputation sur le court, moyen et long terme. Les associations caritatives ou entreprises humanitaires sont régies par une régularisation étatique, particulièrement dans des pays occidentaux et depuis plusieurs décennies en Occident. Ces dispositions sont juste modifiées et perfectionnées au fil du temps. Ces entreprises humanitaires sont à but non lucratif, contrairement aux entreprises lucratives individuelles. Ça veut dire que les entreprises humanitaires en fait ne visent pas l'enrichissement personnel ou l'enrichissement des individus. Ces associations caritatives ont donc un statut de personne morale. Personne morale veut dire que ce n'est pas des individus, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas comme une entreprise qu'un individu a créée. C'est la raison pour laquelle lorsque 2-3 personnes sont déjà regroupées, puisqu'il il faut un minimum de 3, on appelle la structure une personne morale. Donc, groupe créé. Bon, maintenant je vais donc aller du côté de la France. Comment ça se passe en France? Créer une fondation se fait dans le cadre de la loi 1901 sur les associations. Parmi les autres types d'associations de la loi 1901, on trouve aussi, et là c'est du côté de la France, dans les types d'associations. Il y a les associations ou l'association déclarée, je préfère parler au singulier, l'association reconnue d'utilité publique, ça c'est le deuxième type d'association, l'association agréée. L'association agréée, donc selon l'État français, selon la loi 1901 régissant les associations aux côtés de la France, l'association déclarée, procédure de déclaration pour constituer une association déclarée. Il faut se déclarer en ligne. Et quand on dit en ligne, si on veut parler, ça veut dire qu'il doit avoir une procédure sur le net, dont les formes se remplissent. Vous savez, ici en Europe, la plupart des formes se remplissent en ligne. C'est-à-dire que sur le net. Ou par courrier au greffe des associations du siège social de l'association. Cette formalité administrative impose de déposer les statuts de l'association, lister les personnes chargées de l'administration de l'association. Au préalable, il est nécessaire de donner un nom et un objet à l'association et définir qui sont ses administrateurs. Pour que l'association acquiert la personnalité morale et la capacité juridique, sa création doit faire l'objet d'une publicité au journal officiel des associations et fondations d'entreprises. En pratique, la demande de publication au journal officiel des associations et fondations d'entreprises est incluse dans le formulaire de déclaration en ligne. Avantage d'une association déclarée. Ça, c'est du côté de la France toujours. L'association déclarée peut signer des contrats. Ça, c'est les avantages. Le contrat de travail, le contrat de bail, le contrat avec des fournisseurs. L'association déclarée peut recevoir des actifs et disposer d'un patrimoine. Les actifs, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut léguer sa maison, peut faire don de sa maison, une association déclarée. C'est tout à fait légal. Quelqu'un peut donner un immeuble, ça peut être du terrain, ça peut être du n'importe quoi. Apport par ses membres, par les membres, cotisation des membres, dons mensuels ou en espèces, subvention. L'association déclarée peut ouvrir un compte bancaire en son nom
paiement, règlement, obligations comptables, l'association déclarée peut contracter un prêt. L'association déclarée peut agir en justice devant toute juridiction civile, pénale ou administrative. Défense de ses intérêts, défense de l'intérêt collectif de ses membres, défense de l'intérêt général, l'association déclarée peut intervenir auprès des autorités administratives, notamment dans le domaine de la défense de l'environnement. L'association déclarée peut avoir une activité lucrative en direction de ses membres. Exemple, vente de livres, de prestations. Quand on dit prestations ici, ça veut dire qu'un groupe d'experts, par exemple des juristes, peuvent se mettre ensemble au sein d'une association agréée, donc auprès d'une association déclarée pour fournir leurs services, vendre même leurs services, mais toute la rentabilité est reversée à l'association. De produits avec le logo de l'association, l'association non déclarée, légale et sans formalité, ça c'est toujours du côté de la France. Le statut de d'association non déclarée ne permet pas de bénéficier de la capacité juridique. La loi de 1901 permet également de créer des associations non déclarées. L'association non déclarée concerne des activités restreintes qui ne nécessitent pas de moyens financiers et fondées sur le bénévolat. Pas de formalité pour créer ce type d'association. L'association déclarée de la loi 1901 est facile à créer. Aucune formalité administrative n'est demandée. L'association connue uniquement par ses membres, mais pas par les autorités, pas par l'autorité administrative, même si elle est légale. Les membres peuvent organiser leur association librement. L'association non déclarée, ses limites. L'association non déclarée ne peut pas signer des contrats, avoir des dettes, recevoir des dons, donations ou legs, ouvrir un compte bancaire, agir en justice. Ça, c'est du côté de la France. J'ai fait des recherches parce qu'il y a aussi certaines personnes qui m'ont souvent contacté du côté de la France, qu'elles ne savent pas comment faire pour créer une association. Donc, c'est pour vous que j'ai eu à faire ces recherches aussi. Et pour les personnes qui peuvent être intéressées, j'ai le lien que je pourrais vous envoyer. Donc ça c'est un peu, j'ai juste pris cet exemple pour maintenant rentrer dans le Royaume-Uni, comment ça se passe pour créer une association au Royaume-Uni. Donc j'ai voulu commencer par la France. Au Royaume-Uni, le Royaume-Uni et les États-Unis ont presque le même système. Les types de fondations ou d'associations dans ces pays anglo-saxons. Contrairement à la France et à d'autres pays francophones, deux types d'associations et fondations sont prédominants dans ces systèmes anglo-saxons, mais le contenu juridique sur les avantages et les services à fournir sont similaires. Les associations non déclarées ou les associations de bénévolat, parce que voilà aussi le thème, association non déclarée ou association de bénévolat, communément appelées dans ces pays anglo-saxons, comme en Angleterre, on dit voluntary group. Et les charities, beaucoup entendent souvent dire charities. Charities ou charity veut dire for the public benefit, connu comme association d'utilité publique. Ça c'est en français. Pardon. Et dans les pays comme le Royaume-Uni, ces associations ont si reconnu à travers un numéro de charité, ce qu'on appelle ici en Angleterre charity number, disponibles et ouverts au public, sont, bon, je pense, désolé, elles se font réguler, donc elles sont reconnues par un organisme d'État, donc pas l'État. L'État a donc un organisme qu'on appelle ici le Charity Commission. C'est cet organisme qui régularise en principe les associations au Royaume-Uni. Seules les associations d'utilité publique ont une page officielle dans ce site
avec des informations détaillées et concises, mises dans leur page par les officiels d'État du dit organisme public. Ici en Angleterre, ça s'appelle Charity Commission. C'est comme aux États-Unis, ils doivent avoir un organe aussi d'État qui régularise ces associations. À noter, au Royaume-Uni, comme en France, les associations non déclarées ou bénévoles, donc ce que j'appelais voluntary group, comme on appelle ici en Angleterre, c'est ce qu'on appelle en France les associations non déclarées. Donc c'est des associations bénévoles, n'ont pas besoin d'être reconnues par l'État. Cependant, comme en France, elles ne peuvent pas recevoir des dons publics, de legs, signer des contrats, etc. Au Royaume-Uni, elles peuvent faire des petites demandes de subventions, dont ces associations bénévoles. Retenez l'expression en anglais, on dit voluntary group. Mais en français, ça veut dire association de bénévoles, donc association bénévole. Ou encore, c'est ce qu'on appelle en France association non déclarée, légale, mais l'autorité ne sait pas que ça existe. Au Royaume-Uni, donc, comme j'ai dit tantôt, au Royaume-Uni, elles peuvent faire des petites demandes, dont des associations de bénévoles, de petites demandes de subventions très limitées auprès des associations d'utilité publique. Les associations d'utilité publique ici en Angleterre, on les appelle Registered Charity. Registered Charity, c'est en anglais. Ayant des contrats avec l'État. Parce qu'il y a certaines associations d'utilité publique qui ont des contrats, des grosses subventions qu'ils reçoivent auprès de l'État pour aider dans les pays anglo-saxons. Donc ces associations bénévoles, des bénévoles ou ces associations de bénévolat. Donc excusez-moi de la tautologie et de l'expression. Et bon, ces subventions sont minimes, hein. Ça va de 100 à environ 10 000 euros. Donc, qu'une association bénévole peut, au cours de l'année, demander auprès de différentes organisations. Donc, ça va de 100 à 10 000 euros environ. Et ces voluntary group, retenez que voluntary group veut dire association de bénévolat. À travers leurs administrateurs ou leurs administrateurs quotidiens, s'ils s'y connaissent dans le domaine, avec toute la documentation en place, à savoir le statut de l'association. Là, je suis en train de vous donner déjà les critères de comment ça se passe au Royaume-Uni. Le statut de l'association, un compte bancaire au nom de l'association, parce qu'au Royaume-Uni, les associations bénévoles, contrairement à la France, peuvent ouvrir un compte bancaire au nom de l'association. Et avoir toute la documentation. On demande, par exemple, il y a d'autres documentations, on demande par exemple ce qu'on appelle la protection des minorités, la protection des couches vulnérables, notamment les handicapés, les personnes du troisième âge et puis les enfants. Si une association de bénévoles, bien une association de bénévolat a tous ces documents en place, dont tout ce que je viens d'énumérer là en Angleterre, elle peut donc demander des petites subventions auprès des associations reconnues d'utilité publique qui reçoivent des grosses subventions auprès de l'État pour soutenir les communautés ou les groupes, les initiatives de groupes. C'est ce que nous appelons ici voluntary group. Ok. Bon, maintenant, je vais rentrer dans les détails près. Comment créer une association caritative ou humanitaire au Royaume-Uni? Le Royaume-Uni, certaines personnes le savent déjà, comprend 4 pays. Donc, le Royaume-Uni comprend 4 pays. Il y a l'Angleterre, donc qui est le siège de tous ces pays. Il y a l'Écosse, il y a le pays de Galles et il y a l'Irlande du Nord. Voilà les 4 pays qui constituent le Royaume-Uni. La principale question, et ça c'est le conseil, maintenant je parle en tant qu'un expert. Avant donc de lancer votre initiative, quand vous vous dites, bon, j'ai envie de créer une association, là je parle maintenant en tant qu'expert et de par mon expérience, comme je l'ai décrit plus haut. Il y a certaines questions principales qu'il faut se poser, notamment à savoir qu'est-ce que
qu'est-ce que je veux apporter et défendre comme cause? Voilà l'une des questions principales qu'il faut se poser. Puis, poser une autre question quant à savoir pourquoi est-il important? Pour quel résultat? Ça, c'est des questions de fond qu'il faut se poser. Donc, avant de lancer, de passer à la mise sur pied de son association. Donc, ce sont des questions principales qu'il faut se poser. Parce qu'il faut savoir que ce domaine est très compétitif au Royaume-Uni, puisque selon l'organisme d'État qui régule dans ce secteur, il existe à plus de 500 000 associations et moins de 180 000 sont reconnus d'utilité publique. Donc ce que nous appelons ici Registered Charity. Donc moins de 180 000 sur 500 000 sont reconnus d'utilité publique par l'État anglais. Il y a un organisme d'État, comme je l'ai dit plus haut, qui régularise ces associations. Ça s'appelle le Charity Commission. Donc c'est cet organe étatique qui régule dans ce secteur. Et il y a présentement à plus de 500 000 associations. Parce qu'il y a deux types d'associations qui prédominent au Royaume-Uni. L'association de bénévoles ou de bénévolat, ce que nous appelons voluntary group, et les registered charity. Il y a donc en tout 500 000 associations, mais moins de 180 000 sont reconnues comme associations d'utilité publique. Je suis donc en train de vous donner les détails de comment ça se passe. Parce que j'ai constaté que mes frères africains, nous sommes beaucoup ignorants dans ce domaine. Bon, maintenant il y a encore d'autres questions qu'il faut se poser. Ça, c'est toujours l'expert qui parle. Comment puis-je savoir que mon initiative est ou sera importante? C'est une question principale qu'il faut se poser. Ai-je fait la recherche du marché comme un moyen de savoir si dans ce domaine, il n'y a pas d'autres associations caritatives existantes? C'est des questions de fond. Si oui, qu'est-ce qu'elles font déjà? Est-ce leurs objectifs sont similaires à ce que j'entends lancer comme initiative? Vous voyez, c'est des points d'interrogation qu'il faut se poser. Exemple, très récemment, j'ai regardé sur YouTube, donc sur une télévision, une chaîne très connue, France 24, une émission spécialisée sur les milliardaires à travers le monde entier et leurs héritages en liaison avec les fondations créées par certains d'entre eux, et notamment ces milliardaires des pays puissants comme les États-Unis, Angleterre, etc. Ce programme, animé par des journalistes spécialisés en économie avec plusieurs experts en finance, a révélé qu'en 2018, les seuls 1% des milliardaires dont notre planète compte, qui représentent environ 2000 et poussières à plus de 2000 plus d'individus dans l'ensemble de la population mondiale, ont vu leur fortune augmenter de 18%. Donc j'ai le lien, j'ai la source. Saviez-vous que M. Bill Gates, par exemple, 80% de sa fortune vont à sa fondation Bill Gates? Et selon ce programme sur les riches et leur fortune, ses enfants, dont les enfants de M. Bill Gates, bénéficieront que de 20% de sa fortune et 80% iront à sa fondation caritative. Aux États-Unis, être milliardaire comme M. Bill Gates avec sa propre fondation caritative signifie que vos entreprises ne payent pas d'impôts sur le profit que vous faites, que vos entreprises font. Vous pouvez payer les impôts sur n'importe quelle vente de produits et de ces profits, soit vous décidez soit de les donner à des associations reconnues d'utilité publique ou alors vous payez les impôts. Donc c'est un peu la même règle aux États-Unis comme ici. C'est pourquoi dans les pays occidentaux comme les États-Unis et l'Europe, la plupart des milliardaires possèdent des fondations caritatives, connues comme au Royaume-Uni Charitable Trust Foundation, qui signifie
qui signifie tout simplement des associations reconnues d'utilité publique. Par exemple, le Royaume-Uni, Morrison Foundation. Morrison, c'est un grand supermarché qui est implanté à travers le Royaume-Uni. Donc, il a une fondation. Donc, ça veut donc dire que tous les bénéfices qu'il fait, il reverse ça dans sa fondation. Et sa fondation, maintenant, se charge. Je préfère vous détailler, hein, je préfère aller de manière méthodique pour que vous puissiez mieux me comprendre. Ensuite, de façon réaliste, quand vous vous êtes posé déjà des questions que j'ai précédemment évoquées, donc ces questions principales, vous assistez, il est réaliste, hein, selon moi, pour quelqu'un qui veut démarrer son initiative, de prendre part à des ateliers de formation, des séminaires et des conférences organisées par d'autres associations bénévoles et d'utilité publique existantes dans ce domaine dans lequel vous souhaitez créer votre association. Si par exemple vous voulez créer une association dans le domaine de l'art, il faut commencer par vous poser la question de savoir, par exemple, dans la région où vous vous trouvez, est-ce qu'il existe déjà d'autres associations qui font dans le même domaine? Si oui, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que ce à quoi vous pensez comme objectif est similaire à ce que ces associations-là font déjà? Et la seule manière de savoir ce qu'elles font, c'est de participer à leurs conférences, à ce qu'elles organisent comme événements, conférences, séminaires, etc. Ça, c'est selon moi. Là, je parle en tant qu'un expert. Sauf si vous êtes un millionnaire ou un milliardaire, parce qu'une personne riche peut payer un expert dans le domaine pour faire de telles recherches pour son projet humanitaire, y compris payer les experts pour mettre sur pied son association ou fondation avec un business plan de son entreprise humanitaire. Parce que je vous ai dit, tout ça, c'est des entreprises humanitaires. Et ensuite, en tant que milliardaire et président des trustee boards, donc ce que nous appelons ici, c'est le comité directeur ou du conseil d'administration, lorsqu'il s'agit d'une association reconnue d'utilité publique, il a les moyens de recruter quelqu'un qui va gérer cette fondation-là ou cette association, son association reconnue d'utilité publique, comme on les appelle ici CEO ou directeur exécutif, pour la gestion au quotidien de son œuvre caritative, en collaboration avec des experts financiers, comptables, etc. Là, je vous parle des grosses fondations, donc qui sont gérées par les milliardaires. Donc, si vous êtes donc financièrement pauvre comme nous autres, et d'une classe moyenne, donc travailleuse, dont vous êtes, vous dépendez du travail, ou etc. Donc vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas fortuné, et que vous voulez mettre sur pied une association caritative, une fois que vous avez répondu aux questions posées précédemment, vous devez, à mon humble avis, en tant qu'une personne de la classe, d'une classe sociale pauvre, comme la mienne par exemple, comme moi, de façon réaliste, vous deviez vous investir physiquement et moralement en donnant de votre temps gratuitement pour explorer et acquérir au fil des années des compétences intellectuelles dans ce domaine, en allant assister à des événements tels que des conférences, séminaires, des ateliers, pour vous former de manière pratique sur le terrain, parce que vous ne trouverez personne qui le fera à votre place en tant que le visionnaire de votre initiative. Le riche donne les directives parce qu'il a les finances nécessaires pour payer le temps des experts qui feront le boulot à sa place. Cette approche, toujours en tant qu'un expert, je parle en tant qu'un expert, cette approche vous aidera à court, à moyen et à long terme en ce qui concerne par exemple l'étude du marché. Donc l'étude du marché, parce qu'il y a des questions que j'ai soulevées au début de cet exposé, concernant par exemple où il faudra répondre en ce qui se passe déjà sur le terrain. Qu'est-ce que d'autres associations du même domaine font déjà, etc. Donc si vous ne faites pas cette recherche du terrain là, vous ne saurez pas. Parce que vous ne pouvez pas seulement par coup de téléphone leur demander tout ce qu'ils font. Ils vont vous demander de venir à leurs événements, à leurs conférences, à leurs séminaires, etc. Ainsi donc, étape par étape, vous allez vous instruire
et vous former progressivement. Puisqu'une fois que vous répondrez à toutes les questions posées, ensuite vous pouvez lancer le processus de la mise sur pied, tout d'abord en commençant comme une association bénévole, de bénévolat, en commençant comme une association de bénévolat, donc ce qu'on appelle en anglais voluntary group, avec une constitution standard du Royaume-Uni, parce qu'il y a une constitution standard qui régit ces associations de bénévoles et modifiable selon vos objectifs caritatifs et comprend au moins 3 membres dans le comité directeur, ce que nous appelons en anglais Management Committee, à savoir un président, un secrétaire et un trésorier. Mais je vous assure, soyez psychologiquement préparés sur le fait que même la gestion d'une association bénévole ou de bénévolat, voluntary group, nécessite de la part du promoteur principal beaucoup de passion, de patience, de détermination. Vous pouvez créer un site web où vous allez mettre des informations concises sur votre association et la cause que vous voulez défendre ou promouvoir. Et étape par étape, planifiez et organisez vos propres événements, tels que des conférences, des séminaires, d'abord sur le plan local, en invitant d'autres associations existantes, y compris les experts indépendants dans votre domaine. Au fil du temps, plusieurs compétences et expertises différentes seront nécessaires pour mener à bien les objectifs de votre association, impliquant l'administration, parce qu'avec le temps, cela demande une certaine expertise, notamment en administration, à travers des correspondances écrites, postales et par courriel, c'est-à-dire par email, sur papier en tête avec le logo de votre association. Et cela nécessite aussi une expertise que vous allez apprendre au fil du temps, pratique en marketing, pour l'organisation et la planification des ateliers, des conférences, des séminaires, etc. Cela nécessite aussi une créativité constante pour attirer au fil du temps des organismes et entreprises comme des sponsors de vos événements. Généralement, les premières années demandent parfois de votre part de nombreux sacrifices, donc de la part des membres du comité directeur. Un investissement gratuit de vos propres fonds pour organiser vos conférences, pour faire connaître votre projet humanitaire ou votre entreprise humanitaire par les entreprises locales et y compris les associations locales ou régionales qui généralement sont déjà un peu plus avancées. Cela restera comme un apport dans donc pour la contribution, pour l'évolution de votre travail humanitaire. Et cela aidera aussi à construire tout doucement la réputation de votre association. Ainsi donc, au fil du temps, certaines associations, peut-être plus avancées si elles ont déjà leur statut d'association d'utilité publique, ce qu'on appelle ici Registered Charity en Angleterre, pourront vous inviter aussi à leurs conférences à faire des exposés sur votre association de bénévolat pendant quelques minutes. Donc, ce temps que vous prendrez pour explorer ce domaine vous aidera également à perfectionner techniquement et professionnellement votre communication, tant écrite que parlée, dont la patience, dans la persévérance et la détermination, et sans toutefois mettre l'argent devant, vous aideront beaucoup à atteindre votre but. À noter, beaucoup de personnes des classes pauvres et moyennes, et plus particulièrement les Africains qui rentrent dans ce domaine pour opportunisme d'un gain financier immédiat, abandonnent généralement en chemin parce qu'ils comprennent quelques mois après que c'est un domaine très complexe qui en réalité vous épuise physiquement et moralement si vous n'avez pas pu répondre aux questions principales que j'ai posées au départ à l'entame de cet exposé concernant votre initiative
et dès le lancement. En réalité, l'humanitaire, c'est pas pour le pauvre, puisqu'il faut avoir pour soi-même et ensuite donner à ceux qui n'en ont pas. Et selon le couloir humanitaire que votre œuvre humanitaire s'est fixé. Un individu de la classe pauvre et moyenne qui s'investissent dans ce domaine apprennent beaucoup dans le processus. Et en fin de compte, cela peut prendre 10 ans, 10, 15 ans et peut-être même plus. C'est cette notoriété sur la base des connaissances, expériences acquises au fil du temps sur le terrain à travers votre œuvre caritative que ce dernier pourrait commencer et de manière infinie à se faire de l'argent et y compris collecter des fonds au profit des autres causes qui lui sont chères. Donc rien de grand sur terre ne s'obtient sans souffrance ou sacrifice. Donc voilà un peu l'une des premières étapes en ce qui concerne la gestion des associations de bénévolat, ce que nous appelons en anglais voluntary group. En Angleterre, il faut commencer par ça, sauf si vous êtes milliardaire. Donc vous avez des entreprises et là vous payez des experts qui vont maintenant dire, ce monsieur-ci a par exemple, il fait un chiffre d'affaires par exemple de 800, d'un milliard par an. Et après, c'est le fonctionnement, les bénéfices sont dans les 800, peut-être 800 000 pounds et il va verser peut-être 30, 40%, 50% à sa cause caritative. Et là, ces experts mettent donc toute la documentation en place pour lui parce qu'ils payent les experts. Là, les riches, eux, ils créent facilement ce genre de choses. C'est plus facile pour eux. Mais si vous n'êtes pas riche, voilà le processus que je viens de définir là. Donc, il faut vraiment que vous mouillez le maillot. Si vous n'êtes pas riche, que vous êtes de la classe pauvre ou moyenne. Je vais vous prendre un exemple. Parce que je me souviens, j'avais rencontré 5 dames dans un hôpital de la place ici en Angleterre. C'est des Anglaises. 3 d'entre elles sont des retraitées, c'était des infirmières. 2 faisaient dans d'autres domaines. Elles ont décidé donc de créer une association de bénévolat. Donc ce qu'elles essayaient de faire au sein de cet hôpital, c'est de collecter les fonds. Donc elles allaient dans les shops, mettant d'abord au début leurs moyens personnels pour acheter les biscuits. Avec le temps, elles ont attiré certains magasins qui commençaient donc à leur faire des dons de biscuits, de café, de thé, etc. Elles venaient donc déposer ça à la réception donc de cette unité de soins où les personnes qui venaient parfois pour voir des consultants peuvent déposer, peuvent faire des petits dons de 1000 francs, 500 en montant. Elles prenaient donc cet argent pour payer les frais de télévision. Donc des patients souffrant de cancer, des petits enfants qui souffrent du cancer. Je leur avais donc posé la question de savoir que mais pourquoi vous êtes une association reconnue. La dame qui est présidente m'a dit non, on ne veut pas être grand. On ne veut pas être grand. Nous sommes juste une association de bénévoles. Donc nous sommes des bénévoles. On ne veut pas être grand. Donc vous voyez comment le blanc parle parce qu'ils connaissent le processus. Et je vais rentrer dans ça tout à l'heure. Donc permettez que je continue. Maintenant, et plus particulièrement au Royaume-Uni, vous voulez faire de votre association de bénévolat une association reconnue d'utilité publique. Ce qui est l'étape finale au Royaume-Uni. Voici donc les critères à remplir. 1. Être déjà une association de bénévolat, telle que déjà expliqué, avec une constitution et des activités sociales continuelles. 2. Votre association de bénévolat doit avoir reçu au cours de l'une de vos années précédentes un montant minimum d'environ 5 000 € et qui ont dépensé, donc, et les 5 000 € doivent être dépensés, ont été dépensés. Et cela doit être reflété dans l'un de vos bilans annuels, donc de votre association. 3. Avoir un business plan sur votre association contenant clairement ses objectifs et buts humanitaires, votre action humanitaire déjà entreprise sur le terrain,
jusqu'ici, montrez clairement le rôle et l'importance que joue votre association, tout en parlant également de ce que font d'autres associations bénévoles dans le domaine et les associations d'utilité publique aux fondations existantes dans ce domaine. Quelles sont leurs forces? Vous deviez parler de ça dans le business plan. Quelles sont leurs forces? Qu'est-ce que votre association apportera de nouveau dans ce domaine que ces associations déjà bien implantées ne font pas? Et y compris, quelles sont leurs faiblesses? Et maintenant, vous finissez par ce que vous allez apporter et que ces associations, donc ça veut dire que si dans le domaine dans lequel vous voulez faire, s'il existe 20 associations, vous deviez parler dans le business plan, là vous allez parler d'elles, de toutes ces associations, avant maintenant de dire ce que vous faites déjà et ce que vous allez faire de nouveau qu'aucune de ces associations, soit-elles bénévoles ou reconnues d'utilité publique, ne font pas que vous allez apporter de nouveau. Et y compris les compétences, les connaissances et l'expérience de la personne qui répond comme le promoteur de votre association de bénévoles, que vous souhaitez que l'État accorde le statut d'association d'utilité publique, ce que nous appelons ici au Royaume-Uni Registered Charity. Et quelle est la preuve concrète sur le parcours intellectuel et professionnel de ce dernier, qui prouve qu'il ou elle pourra gérer ce projet qui doit être un projet national pouvant être implémenté et pouvant être implémenté dans un premier temps, par exemple dans votre région, mais au fil des années, l'association pourra implémenter ça sur l'ensemble du territoire national du Royaume-Uni et voire même dans d'autres cieux. Et si votre association, à travers, je suis toujours dans le troisième critère, et si votre association, à travers son fondateur et ses membres, n'ont pas un individu doté, n'a pas un individu doté des dites compétences, comment procéderez-vous au recrutement d'un expert? Et comment collecteriez-vous de fonds, donc de l'argent, pour payer ce dernier qui sera chargé de la gestion de votre entreprise humanitaire en tant qu'association d'utilité publique? Ça, c'est des questions auxquelles vous deviez répondre. Le budget prévisionnel, il faut noter que le budget prévisionnel minimum attaché à ce business plan, donc d'une association de bénévolat, donc pour qu'elle soit reconnue en tant qu'association bénévole, dans le business plan que vous montez maintenant, donc comme l'un des critères pour vouloir faire reconnaître votre association comme Registered Charity, il y a dedans un budget prévisionnel qui est attaché. Et le budget prévisionnel est d'environ entre 50 000 et 100 000 euros par an. Par exemple, quand je montais pour la CIB, je vais vous parler de moi après. Donc, j'essaie seulement de vous expliquer le processus. Et c'est le directeur de projet décrit dans ce business plan, dont la personne qui sera responsable, parce qu'il est possible que, comme je vous expliquais, les milliardaires n'ont pas de problème parce que quand ils décident de faire, c'est qu'ils payent les experts. Il dit par exemple que bon voilà, je vais m'intéresser par exemple au cancer. Il dit ça aux experts, il paye un cabinet, ou bien il prend quelqu'un un expert, quelqu'un qui s'y connaît, il y a dans le domaine, il le paye. De lui donne des millions, occupe-toi de tout ça. Et il lui dit, bon voilà le chiffre d'affaires de mes entreprises, ça a tel revenu, je vais souvent verser tant par an. Celui-là va mettre tout ça dans le business plan, dont l'expert qui va travailler sur le truc. Maintenant, quand vous n'êtes pas des milliardaires, donc le milliardaire sera donc le président du conseil d'administration de son association reconnue d'utilité publique ou de sa fondation. C'est la même chose. Dans les pays anglo-saxons, c'est la même chose. Ici, on appelle ça Registered Charity. Et il faut savoir aussi que lorsqu'une association reconnue d'utilité publique a déjà un certain montant, à savoir par exemple un chiffre d'affaires d'1 million de livres sterling. 1 million de livres sterling, c'est environ, disons, 1 million d'euros. Donc, en moyenne, en ce qui concerne le franc CFA, du côté de l'Afrique, c'est environ 1 milliard. C'est vrai que le truc a chuté, mais je préfère arrondir ça comme ça, 1 milliard.
À partir d'1 milliard, selon l'État, dont l'organisme d'État qui régule les charités au Royaume-Uni, le Charity Commission, toute association d'utilité publique qui a déjà collecté les fonds d'environ 1 milliard, 1 million de pounds, ils ne rendent plus compte à l'État. Ils peuvent juste déclarer dans leur site officiel, là, il y a quelqu'un qui va rentrer des informations de temps à autre, qu'ils ont déjà peut-être encaissé 1 milliard, mais ils ne reçoivent plus la visite des inspecteurs d'État. Parce que ce qu'il faut savoir ici, c'est que pour les associations d'utilité publique qui vont étape par étape, qui collectent 50 000, 100 000, au fur et à mesure, dès que vous atteignez, je crois, 250 000 à 300 000 pounds ou plus, il y a un inspecteur qui vient généralement dans vos bureaux, un inspecteur d'État, qui vient voir que dont les comptes sont normalement bien faits, etc. Il y a quelqu'un qui vient contrôler. Mais dès que vous aviez déjà un certain montant, à plus d'1 million de pounds, il n'envoie plus quelqu'un. Vous devenez maintenant ce qu'on appelle un organisme, une institution. C'est pourquoi vous entendez parler, même la FECAFOOT, on vous dit la FECAFOOT, c'est une association reconnue d'utilité publique, là ils ont été implantés. Mais c'est une institution. Une institution veut dire, dans des pays occidentaux, que c'est une structure qui a beaucoup d'argent. C'est pourquoi on parle d'institution. Donc c'est une structure puissante. Et lorsqu'on parle de la puissance, là, c'est sur le plan financier. Parce que les nyama là, comme nous, on ne sait pas quand est-ce qu'on va atteindre ce niveau-là. Donc les milliardaires, dont leur fondation, c'est des institutions. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils ont un problème, ou bien s'ils se sont étalés un peu partout sur le plan mondial, et lorsqu'ils ont un problème, c'est eux-mêmes qui répondent à ça, ils règlent ça d'abord de manière interne. Même si l'image du pays qui les a donné la reconnaissance juridique s'implique un peu, on leur demande de régler ça. Et c'est eux qui règlent tout ça de manière interne, parce qu'ils ont tous les experts nécessaires dans divers domaines. Ils ont beaucoup d'argent. C'est comme les congrégations, beaucoup ne le savent pas ici, même les congrégations religieuses que nous voyons là, c'est des associations reconnues d'utilité publique qui ont généralement commencé comme des voluntary groups. C'est pourquoi vous allez voir par exemple dans le Vatican, il y a beaucoup de congrégations. En fait, c'est des associations, mais c'est des institutions parce qu'elles ont beaucoup d'argent, elles ont beaucoup de moyens. Elles sont devenues, c'est des institutions puissantes, indépendantes, qui sont fédéraux au sein par exemple du Vatican, mais c'est des associations. Quand vous entendez par exemple les England Church et tout ça, c'est une association, mais c'est une institution parce elle a beaucoup d'argent. Donc c'est une institution. Donc je vous ai un peu expliqué. Donc maintenant pour ceux donc qui sont, qu'en fait le fondateur s'est beaucoup investi, comme je l'ai expliqué, dans le processus et il n'est pas milliardaire. Donc c'est la raison pour laquelle dans le business plan, il doit clarifier. Est-ce que le fondateur lui-même a toutes les compétences nécessaires? Donc, vous connaître sa biographie, son CV, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans le domaine, qu'est-ce qu'il fait. Parce que là, il doit leur convaincre l'État que, à partir de son business plan, qu'on voit ça, on doit comprendre que ce monsieur-ci a des capacités intellectuelles, un potentiel en lui qu'il offre déjà à la communauté, et qui peut mieux développer si on lui donne par exemple cette accréditation, ce numéro de charité d'utilité publique pour aider d'autres personnes. Donc ça appartient à son business plan. Donc là en ce moment, c'est ce qu'il a comme richesse interne. C'est ça qui parle. Mais le milliardaire, c'est son argent qui parle parce qu'il a les experts qui vont faire tout le boulot pour lui. Donc vous deviez donc parler de cette personne qui va gérer donc cette association. Au cas où l'État dit, on est convaincu que ce que vous allez faire est pour l'intérêt du public dans votre domaine. Donc, ils veulent savoir qui sera à la tête. Si aucun parmi vous n'est qualifié pour ça, comment vous allez recruter? Sur la base de quoi? Comment ça va se passer? Etc. etc. Bon, maintenant, je vais donc vous parler donc de moi, de mon expérience, pour que vous compreniez mieux. Je suis le fondateur d'une association. J'ai créé une association de bénévolat. J'ai commencé par là. Bon, qu'est-ce qui m'a motivé à créer cette association? Voilà un premier point. Et je vais répondre aux questions dont je vous ai demandé. Il faut toujours vous poser ce genre de questions principales. Moi, j'ai été motivé à lancer une association dénommée Association des drépanocytaires du Yorkshire pour l'Afrique et l'information de base, donc bien connu comme ACIEBI.
J'ai lancé cette association en juin 2008, lors de ma, pardon, lors de ma, je ne sais plus trop, c'est-à-dire que vous savez, ça fait longtemps, lors de ma peut-être deuxième sortie hein, d'une détention. Parce que vous savez, dans le cadre des papiers et tout ça, on fait les détentions parfois ici en Europe. Donc j'ai fait la détention peut-être à plus de 3 fois. Mais je crois que c'est ma deuxième, non, j'ai fait la détention à plus de 6 fois. Mais c'est ma deuxième sortie, je crois, que je me suis dit, quand j'étais rentré maintenant dans ma ville, qu'on m'avait libéré, j'étais tombé malade. Et quand j'étais tombé malade, j'ai fait face à une infirmière à qui un médecin avait dit qu'il faut lui donner de la morphine avec des fruits là. Bon, et parce qu'il a ce qu'on appelle en anglais sickle cell crisis. Et l'infirmière venant, elle vient donc avec la morphine, j'avais très mal. Au lieu de me donner ça, elle me demande, mais Olive, please, s'il te plaît, c'est quoi que veut dire sickle cell crisis? Ça veut dire quoi la douleur de drépanocytose? Le médecin dit que je te donne le truc parce que c'est un thème technique, sickle cell crisis. Moi, j'interprète ça facilement en français. C'est là où je dis à la dame, j'étais un peu fâché, j'ai dit, mais comment elle ne connaît pas ce que c'est cette maladie? Et j'avais fait face également aux mêmes incompréhensions étant en détention. C'est-à-dire que les gars ne connaissaient pas ce que c'est. À tout moment, les gardiens venaient me demander, c'est quoi la drépanocytose? C'est quoi? Et quand cette dame m'a encore abordé dans ce sens, je lui avais dit, écoute, donne-moi d'abord la morphine et ensuite, je te dirai donc qu'est-ce que c'est la douleur de drépanocytose. Elle m'avait donc donné la morphine et puis je lui ai dit douleur de drépanocytose, sickle cell crisis veut tout simplement dire les douleurs articulaires, musculaires. Donc le docteur t'a demandé de me donner la morphine parce que j'ai mal un peu partout. Et c'est là où, comme je n'avais pas eu de soutien moral étant en détention, donc les détentions que j'avais eu à faire, parce que vous dites c'est peut-être ma deuxième détention entre 2008 et 2009. Donc j'ai dit, something need to be done. J'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de lancer quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que je n'ai pas reçu de soutien moral de la part d'une association. Et c'est là où, quand je suis donc rentré dans ma ville, suite à cette douleur-là, cette hospitalisation, c'est là où j'ai dit, je dois faire quelque chose. Je dois lancer une association. Donc voilà ma motivation, d'où était partie ma motivation principale. Étant donné déjà que je suis moi-même drépanocytaire, j'ai une drépanocytose S-bêta-thalassémique. Donc voilà donc comment j'ai commencé donc. Et je me souviens que j'ai discuté avec un certain nombre de frères, hein, congolais, etc., africains, à qui je partageais mon idée que et mon frère, on peut se mettre ensemble pour lancer. Il y a un monsieur congolais qui travaille lui-même pour une association, mais une association reconnue d'utilité publique. Donc il avait un travail à mi-temps de ce côté-là. Le monsieur m'avait carrément dit en face que, mais ouais, monsieur Olivier, est-ce que vous n'êtes pas un rêveur? Je dis, comment ça? Il me dit, tu es là, tu es même sans papier, mais tu penses que tu veux déjà créer une charité? Tu es un rêveur. Tu peux créer une charité, tu n'as pas de papier, même si tu avais les papiers, tu crois que c'est facile et tout, et tout, et tout. Je lui avais répondu, même Rome a commencé par le rêve. Donc voilà d'où part ma motivation. Et pendant que j'allais au collège, puisque je faisais informatique aussi en ce moment-là, pendant que je faisais informatique anglais, je recevais plutôt le soutien de certains de mes enseignants. Il y a par exemple un enseignant qui avait créé le website en 2008-2009, parce que moi j'avais déjà sorti des prospectus avec des informations basiques sur la drépanocytose que je commençais à distribuer un peu partout. Et là, je vous ai dit, je vous explique au départ, là, c'est une association de bénévolat. Il faut commencer parce que je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas riche. Tu ne peux pas lancer un registre. Je vous ai un peu expliqué le processus. Pour ceux qui prennent la vidéo en cours, s'il vous plaît, il faudra suivre ça dès le début. C'est très éducatif, c'est très profond. Ça m'a pris des heures et des jours pour préparer cette thématique. Donc c'est comme ça donc que le monsieur qui m'avait dit que tu n'es pas un rêveur, c'est son patron, un blanc, un anglais, qui m'a donc signé le premier contrat. Il m'a dit qu'écoute, moi je vais soutenir ton association et bénévolat. Voilà, nous avons des ordinateurs ici. Tu peux venir utiliser, faire tes impressions, tes correspondances, des trucs comme ça, comme tu veux. Tu as mon soutien. Son patron, un anglais. Voilà comment. Et beaucoup me traitaient des rêveurs. Je vous dis, beaucoup m'ont dit en face que tu es un rêveur. Mais, ce qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine, c'est que je n'ai pas commencé ça en Angleterre. Comme je vous ai dit, j'ai été président national de l'association des drépanocytaires de Yaoundé.
de fin 99 jusqu'à mon départ pour la France en juin 2003. C'est même ce qui m'amène en France à travers une invitation à l'UNESCO pour un symposium international sur la drépanocytose. Et c'est là où je rencontre d'autres acteurs associatifs qui font dans la lutte contre la drépanocytose. Et c'est pourquoi j'étais resté en France pendant 1 an, parce que j'avais également subi environ 3 opérations chirurgicales du côté de la France. Donc, c'est l'ensemble de cette expérience que j'avais. Et quand j'étais rentré, c'est même à partir de la France que je prépare mon projet d'ouverture d'une clinique privée au Cameroun. Et c'est avec quelques partenaires français, quelques ONG françaises qui m'ont aidé. Parce que j'avais même publié un bouquin qui s'intitulait « Vivre avec la drépanocytose », se stigmatiser, vivre avec la drépanocytose, etc. J'avais créé un truc comme ça. Ça va attirer l'attention d'autres associations qui m'ont soutenu, qui m'avaient soutenu. Et c'est pourquoi j'étais donc rentré en 2004, ouvrir une clinique privée. Donc que j'avais géré pendant 2 ans. Et ensuite, bon voilà, je me suis donc retrouvé au Royaume-Uni ici en 2007. J'ai donc commencé, donc j'allais beaucoup à des conférences. J'allais à des séminaires. Mes collègues, j'avais des collègues qui venaient par opportunisme. Et ils avaient les papiers, mais moi je n'avais pas les papiers, mais c'est moi qui étais le cerveau. Et je vais vous faire un témoignage. Il y a même un ami qui m'a demandé une fois, mais je ne te comprends pas, Olivier. Tu n'as même pas assez d'argent. Tu souffres même. On t'arrête, on te laisse, après on t'arrête, on te laisse. Tu continues à te battre. Tu vas aux conférences, parfois tu voyages même à 2 heures du matin pour prendre le dernier bus. Dernier bus pendant 4h30, 5 heures de temps pour aller à une conférence à Londres. Tu fais ça tout le temps. Tu voyages au moins, c'est-à-dire que tu vas à toutes les conférences. Par mois, tu vas au moins à 3 conférences. Dans différentes villes du Royaume-Uni, dans le cadre de cette association et bénévolat. Ça te gagne, ça te donne même quoi? Tu gagnes même quoi? J'avais posé cette question à ce collègue. Je lui ai posé la question de savoir, mais mon cher, si je ne vais pas aux conférences, aux séminaires et tout ça, si maintenant, comment je saurais déjà ce qui se passe sur le terrain dans le domaine de la drépanocytose? Et s'il me faut maintenant préparer un projet, on me demande quel est le projet que tu veux monter sur la drépanocytose. Comment je pourrais identifier mon projet ou notre projet, le projet de notre association, si je ne fais pas cette recherche du terrain? Il m'a dit c'est compliqué. Donc c'est comme ça que j'allais aux conférences. Et quand j'allais, je ne faisais qu'update. Donc c'était moi l'administrateur de l'association. Je changeais les informations dans le website. Et puis subitement, pendant que je travaille, je n'y attendais pas. Tac, je reçois une invitation de la part de la présidente du groupe parlementaire, donc du UK, de l'Angleterre, du groupe parlementaire de lutte contre la drépanocytose et la thalassémie. Donc pour aller à une réception à la maison du Parlement. Là, nous étions, c'était en novembre 2010. J'étais invité en tant que président d'un voluntary group, donc d'une association de bénévoles ou de bénévolat dans le domaine de la drépanocytose. Je suis allé, toujours en bus, hein, et puis je suis rentré parce que j'étais vraiment maigrichon comme ça. On me torturait, mais j'avais toute la passion, toute la détermination dont je vous ai dit au départ là qu'il vous faut ça. Et je n'avais pas mis l'argent devant, contrairement à mes collègues qui étaient là parce qu'ils étaient opportunistes. C'est ainsi donc après cette réception, le ministère de la Santé, dont je ne savais pas que le ministère de la Santé me suivait, qu'ils allaient dans le website CIB, ils envoient donc maintenant l'ancien directeur exécutif de la plus grosse association d'utilité publique qui existe depuis, qui a presque mon âge, basée à Londres, mais je préfère ne pas le faire de publicité. On envoie donc ce monsieur qui n'était plus directeur, mais qui pilotait un projet qui était toujours financé par le ministère de la Santé. Ses supérieurs lui disent de venir tenir une réunion avec moi, parce que c'était un Camerounais comme moi. On lui dit, ses supérieurs lui disent, et quand on vous dit ses supérieurs, c'est les grands professeurs, c'est les docteurs, c'est ceux qui science, donc en ce qui concerne le domaine des pathologies génétiques. On lui dit de venir me dire ceci. Il avait pris quelqu'un témoin avec lui pour me dire exactement ce qu'ils ont dit. Ils m'ont dit que tu as le potentiel. Ils suivent ce que tu fais. Tu as le potentiel, disent-ils. On m'a demandé de poser la question de savoir quel projet tu as pour le Royaume-Uni dans le domaine de la drépanocytose. Parce qu'ils disent-ils, je lui dis de qui, il me dit je ne peux pas te dire, mais j'ai dit on m'a envoyé. Et ils ont dit m'envoyer parce que je suis Camerounais comme toi. Mais ils disent qu'ils ont un problème avec ce que tu fais. Parce que quand on te lit, on voit que toute ta tête est au Cameroun.
tu es beaucoup plus trempé dans ta nostalgie du Cameroun. Mais ils disent que tu as le potentiel, que si tu concentres cette énergie-là, ce potentiel pour les drépano du Royaume-Uni, et tu laisses la CIEBI, donc ton association aussi, au Royaume-Uni, donc pour les patients drépanocytaires d'ici et les familles d'ici, en montant un projet pour eux, et maintenant, sur le plan personnel, avec le temps, tu pourras utiliser ta notoriété personnelle pour aider maintenant tes projets du Cameroun. Un peu comme moi, je fais, on m'a dit que tu peux faire comme moi. C'est là où j'avais déjà un projet en tête. Parce que vous voyez, ma stratégie du fait que j'allais aux conférences, séminaires, etc., j'avais déjà identifié le fait qu'au Royaume-Uni, il y a plus de 15 000 patients, 15 000 drépanocytaires, enfants et adultes. Mais moins de 500. Et il y a plus de 200 000, à plus de 300 000 porteurs sans AS au Royaume-Uni. Mais moins de 500 à travers le Royaume-Uni prennent part aux conférences associées, aux conférences et séminaires ou ateliers liés à la drépanocytose. J'avais déjà identifié ce côté. Donc j'avais déjà noté le côté stigma. Et voilà que c'est là où quand il me pose cette question, je lui présente donc, j'avais le draft, que voilà le projet que je suis en train, je commençais déjà à faire le draft sur ce projet-là. Ils m'ont dit de te poser quel est ton projet donc. Dès qu'il m'avait dit ça, j'ai dit d'accord, j'ai compris. Et c'est comme ça que j'avais commencé donc à travailler sur le business plan de la CIEBI. Donc sur la base de mes recherches là, en tant qu'association de bénévolat, ce qui m'avait pris 5 ans. J'allais à tous les séminaires, ateliers, workshops, tout. Puisque c'est moi qui gérais tout. L'administration, j'organisais, il y a des conférences une fois par an. On a commencé à organiser la première conférence que mon association va organiser. C'était en fin 2008. Donc je faisais tout ça. Parfois je sortais de détention. Quand je rentre quelques mois après, je relance ces activités. C'est pourquoi pour les personnes qui prêtent attention, si vous allez même dans mon album, vous verrez qu'il y a des photos. Vous me voyez ici, peut-être en 2010, j'ai bonne mine. Après, je suis encore maigrichon, un genre, parce qu'on m'a arrêté. Je n'avais pas de paix vraiment. Entre 2008 et 2010, là, je n'avais pas de paix psychologique. Mais j'étais juste déterminé. Donc, voilà comment je monte donc le business plan de la CIEBI sur la base de mes 5 années de recherche au Royaume-Uni, plus mes 8 années d'expérience d'Afrique, c'est-à-dire du Cameroun, et puis de la France, associé maintenant aux 5 années de recherche d'ici. Donc voilà comment tu deviens expert au fur et à mesure. Et c'est moi qui faisais les états financiers, c'est moi qui organisais les conférences. Et ce monsieur, qui est docteur lui-même, quand il allait à certaines conférences et certaines familles, j'ai un frère du côté de l'Écosse, qui m'a dit un jour, mais tu connais tel, le docteur tel? J'ai dit oui. Il me dit, mais ce monsieur a parlé, il nous a demandé si on te connaît. Il dit, comment tu es fort? Comment c'est lui qui organise les conférences, c'est lui-même qui écrit les applications, c'est lui-même. Le monsieur me dit, mais j'étais fier de lui, dit que tu es mon frère. Et il a cru que c'était sérieux. Il me dit, mais sérieusement, tu es son frère? J'ai dit que non, c'est juste une connaissance. C'est une famille que je soutiens. C'est une famille que je soutiens. Ils sont membres de l'association. Donc vous voyez comment ça m'a pris du temps. Et dans tout ça, j'étais sans papier. Et c'est mon association. Donc quand elle devient donc reconnue, donc quand je monte, on a rempli tous les critères là. Le business plan était déjà prêt, c'est moi qui ai préparé tout ça. J'avais les docteurs comme advisor, conseiller et tout ça. Maintenant, lorsqu'on allait en ligne pour faire l'application, remplir l'application, parce que ça se passe aussi en ligne. Donc pour demander ce statut-là de reconnaissance juridique comme association d'utilité publique, on a fini de remplir. Après, ils étaient revenus vers nous peut-être 5 jours après pour nous demander, avec un questionnaire de 3 pages à 4, les questionnaires. Donc, avec les questions, donc tout ce que j'ai énuméré au dernier paragraphe, on vous demande des réponses sur ça. Je dis de manière détaillée, questionnaire, 2 pages à 4. C'est en anglais. Donc, vous voyez que pendant que je montais l'association bénévolat, c'est comme ça aussi que j'allais au collège perfectionner mon anglais, tout. J'étudiais informatique, tout. Et à un moment même, en 2011, là, j'avais même eu l'admission pour faire le journalisme. Mais étant sans papier, je ne pouvais pas aller à l'université, mais ayant déjà une réputation que j'avais mon association et bénévolat, les enseignants du collège où j'étudiais se sont arrangés. Parce que comme je ne pouvais pas obtenir de subvention pour continuer en journalisme, ils m'ont permis d'obtenir une subvention discrétionnelle qui m'a permis de faire business administration.
Parce que pour être project manager ou chef de projet d'une association d'utilité publique, on veut voir ce qu'on appelle en Angleterre le NVQ, en Business Administration. Donc pour être project manager. Sauf comme je vous ai dit, sauf si vous êtes riche vous-même et que vous allez recruter quelqu'un d'autre. Donc je t'assure, Rosine Mémy, ma soeur, il faut suivre cette vidéo depuis le début, c'est édifiant. Parce que j'avais déjà parlé du processus, comment ça se passe en France. J'ai pensé également à toi en faisant cette recherche. Donc voilà donc comment, quand il pose ces questions-là, questionnaire, j'avais transféré ça à tous mes conseillers et les docteurs et ceux qui avaient les masters dans différents domaines, y compris le blanc qui avait signé le contrat avec moi, où j'utilisais leur bureau pour mes courriers, des trucs comme ça, qui a un master plus 10 ans d'expérience. Personne ne m'avait répondu. Personne n'avait pu répondre au questionnaire là. Il ne répondait même plus à mes appels, mes soi-disant conseillers de l'association et bénévolat. C'est quand maintenant je dis donc à mon collègue là que toi, la question que tu me posais la dernière fois, c'est quand donc je me calme parce que c'est stressant. On vous donne peut-être 72 heures pour revenir vers eux pour répondre à ces questions-là. Donc pour qu'ils continuent de traiter votre dossier. Et quand vous entendez application en ligne, ce n'est pas une page. Ce n'est pas 2 pages, ce n'est pas 3 pages. C'est peut-être une quarantaine de pages. Je dis bien une quarantaine de pages en anglais. C'est moi qui faisais ça, sans personne à mes côtés. C'est là où maintenant, je me calme, je reviens maintenant. Je lis encore, je relis leur questionnaire. 2 pages et demie à 4. Quand je regarde ça, je relis maintenant le business plan qui était déjà prêt. Et comme je vous ai dit tantôt, le business plan a également un budget prévisionnel. Et pour la CIRB, c'est environ 100 000 euros. C'est un budget prévisionnel, donc au cas où on vous accrédite. C'est là où quand je relis les questionnaires, je relis maintenant le business plan qui m'a pris 5 années de recherche sur le terrain. Je vois que toutes les questions sont dans le business plan que j'avais déjà préparé. Les efforts de mon travail. C'est là où maintenant je commence à répondre, puis j'attache le business plan. Parce qu'à l'époque, là, ce n'était pas encore obligatoire d'attacher le business plan. J'attache maintenant le business plan en disant que toutes les réponses que vous aviez posées là sont dans le business plan. Et c'est comme ça que je dis à mon collaborateur de l'époque là que, écoute, tu vas voir, je leur donne quelques semaines, nous aurons le numéro, ce business plan-ci. Toi qui disais que je voyage, ça m'apporte quoi? C'est ce qui va nous donner le numéro de charité. 3 semaines après, ils sont revenus avec notre numéro de charité, tout, pour nous dire que nous sommes désormais une association reconnue d'utilité publique. C'est là où tous mes conseillers qui ont des PhD sont maintenant sortis pour me dire congratulations, ce qui veut dire mes félicitations. J'ai maintenant posé la question à certains, plus particulièrement à ce blanc qui était lui-même directeur exécutif d'une association reconnue d'utilité publique, mais pourquoi tu même me répondre à mes coups de téléphone et tout. Il m'a dit, tu sais que cette histoire est complexe. Cette histoire est complexe. Moi-même, je suis trustee de notre truc. On m'a délégué comme directeur exécutif parce que ça fait des années d'expérience que je traite, mais c'est pas facile de monter un projet, tout ça, de faire reconnaître. Donc, j'avais peur si je dis que ça ne marche pas. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est difficile. Tu sais qu'il y a beaucoup d'associations de bénévolat qui veulent devenir des associations d'utilité publique et ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle tu es le fondateur, c'est toi l'expert dans le domaine et tout. C'est pourquoi tu vois un peu que te dire congratulations, donc mes félicitations. Donc voilà comment mon association de bénévolat passe de cette étape pour devenir donc une association reconnue d'utilité publique. Maintenant, je m'adresse aux Africains. Parce que quand j'entends parfois certaines personnes dire c'est quoi une charité? Une charité c'est quoi? Je vous ai donné le processus. Je suis consulté, ça fait quelques années, je suis consulté par des gens qui ont le PhD dans leur domaine, doctorat. Donc certains qui pensaient que ce serait facile de monter une association et puis de faire ça comme association d'utilité. Aujourd'hui, ces personnes, donc je suis consulté par ces personnes, différentes structures. Consulté donc après combien d'années de bénévolat, de sacrifice. Je suis consulté par eux. Ceux qui ont des masters, des PhD et tout ça. Mais aucun d'entre eux dans ce domaine ne s'y connaissent pas. Et voilà que vous voyez que mon long travail a payé. Et lorsque vous êtes déjà une association reconnue d'utilité publique, comme je l'ai dit tantôt, comme toutes ces fondations, vous pouvez recevoir les legs, les dons. Un footballeur peut par exemple décider de vous donner, de vous faire les dons et il ne paye pas les taxes. Un monsieur riche peut décider de vous payer, de vous donner, de vous faire des dons, des donations et tout. Parce que vous aviez le statut vous avez la reconnaissance juridique
d'une association d'utilité publique. Donc vous voyez, donc voilà la grosse différence. Donc quelqu'un qui a donc monté un tel projet comme j'ai pu travailler cette là. Une fois que cette personne est bien, est déjà reconnue, etc., cette personne a un statut particulier. Sa vie, son statut change. Il rentre dans ce qu'on appelle au moins la classe moyenne, même s'il n'est pas millionnaire. Pourquoi? Parce que ses efforts sont respectés. Je vous prends un exemple concret pour ceux qui vivent en Angleterre. Nous avons ici ce qu'on appelle le Job Center. Donc, on vous donne les papiers. C'est la fonction publique en français. Vous allez là-bas et la fonction publique dans des pays comme le Royaume-Uni a des représentations un peu partout, des bureaux un peu partout, quoi. Et ces bureaux sont donc là pour aider les individus à suivre des formations, à les orienter, à les aider à trouver du boulot et tout ça. Quelqu'un qui a donc une association, qui est partie d'une association de bénévolat, qui est respectée au Royaume-Uni, lorsque cette association de bénévolat a un certain nombre d'actions qu'elle peut prouver à travers les prospectus, c'est qu'elle fait cette là. La fonction publique peut donc reconnaître que cette personne-ci fait un travail de bénévolat à travers les évidences que la personne produit. Il n'a plus donc cette obligation-là d'aller chercher le boulot. Parce que ici maintenant, on veut que les gens aillent travailler. Donc on ne veut plus que les gens restent à la maison et reçoivent de l'argent. Quelqu'un qui fait le bénévolat, qui a un certain nombre d'actions, comme moi, j'avais ces actions-là pendant que j'étais sans papier. Si en ce moment-là, j'avais les papiers, on ne peut plus... Bon, on va difficilement te mettre la pression, parce que quand même là, tu dois prouver. Mais lorsque tu as maintenant une association reconnue d'utilité publique, reconnue par l'État, et donc ces officiels-là de la fonction publique connaissent ce processus. Et donc, comme je vous ai dit, les blancs te disent congratulations quand tu as ça, parce que c'est pour les riches. J'ai expliqué tout ce processus au départ. Où vraiment, il faut avoir de la matière grise, mais il y a la grâce de Dieu aussi dedans. À travers la passion, la persévérance, la patience et tout, mais il y a la grâce de Dieu aussi, parce que c'est lui qui t'inspire. Dès que tu pars, donc celui qui a son association d'utilité publique, il ne sera plus jamais comme toi. Plus jamais. Sa vie ne... Il ne fera jamais un genre de boulot, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il a une entreprise humanitaire accréditée par l'État britannique. Ça veut dire que moi, Munda, même si on m'a perdu à plus de 10 ans, quand je porte, c'est-à-dire que quand tu es maintenant là, quand t'envoies, tu as déjà là, tu as tes papiers. Je porte seulement ma documentation là, mon projet mon business plan, quelques prospectus, et là, je m'assois devant un officier qui m'accueille. Il est juste là, les questions simples qu'il te pose, c'est: vous voulez que l'État vous soutienne comment? En ce moment, vous pilotez quel programme? Donc, il est prêt, donc il vous envoie pour qu'on vous envoie là où on vous donne les bureaux, tout ce que vous voulez, parce que vous n'avez plus rien à leur prouver. Donc, tu n'iras plus dans ces embrouilles-là que tu es obligé de venir prouver que tu as fait la recherche de l'emploi ou bien tu es en train de faire le bénévolat quelque part. Moi-même, pendant que j'étais sans papier, je signais les lettres de bénévolat aux Polonais, aux gens qui viennent des pays de l'Europe de l'Est, disant qu'ils font quelques heures lorsque j'avais encore les shops de charité. J'ai traversé des étapes, j'ai vécu tout ça. Donc, tu as un statut particulier. C'est ce que je veux que les Africains francophones comprennent aujourd'hui. Quelqu'un qui a une association d'utilité publique, une charité, qu'on dit en Angleterre, qui a roulé sa bourse, comme j'ai dit tantôt, quand ce n'est pas un riche et que c'est un pauvre, que ce n'est que son cerveau là qui a donné. Moi, je ne roulais pas en voiture parce qu'elle n'avait pas les papiers. Quelqu'un qui a une charité, qui a roulé sa bourse, comme c'est moi-même qui ai roulé ma bourse là, il va mourir dans l'argent. Je vous dis, il va mourir parce qu'il n'est pas comme toi. Il n'est pas comme toi qui est peut-être cadre dans un domaine ou bien tu vas faire tes quelques heures pour chercher ton argent. Non. Lui, c'est quelqu'un que, même s'il décide que... Parce qu'il a d'abord une grande expertise dans presque tous les domaines. Donc, ce qui fait qu'il y a un genre de boulot qu'il ne va jamais faire. Il ne peut pas laver les toilettes. Il n'a pas passé, ses compétences sont au-dessus, c'est prouvé. L'État le respecte. Donc, c'est pourquoi je vous dis à la fonction publique, on va même lui demander si on peut le référer les clients. Moi, on m'a référé les clients. Parce que quand vous êtes déjà reconnu, on ne cherche pas à savoir si celui qui est derrière les papiers ou pas, il respecte seulement cette accréditation que l'État vous a donnée. Donc l'individu qui a ça, qui est donc derrière ça, sa vie à tout jamais a changé.
Il y a un truc, un genre de boulot, il ne peut plus. Donc, c'est dit que dès qu'il s'assoit là, on ne lui demande plus que tu cherches le boulot parce qu'il a une entreprise humanitaire. Donc, son logement assuré, il a une classification spéciale. Et la différence entre lui et toi, mon frère, c'est que lui, un milliardaire peut décider de venir s'investir. Un milliardaire peut dire, par exemple, un milliardaire américain ou britannique peut dire que, bon, lui, il va le verser, par exemple, lui faire quelques donations pour ne plus payer, par exemple, les impôts dans son domaine. Surtout si celui-là n'est pas encore relié à une autre charité. Et voilà comment celui-là peut, à tout moment, au travers de son association, il peut acheter des maisons, des centres, des trucs comme ça. Les Indiens le font. C'est pourquoi ces gars-là ils sont très solidaires, ils sont très riches. Et quand je parle ainsi, c'est pour intéresser, c'est pour attirer l'attention de nos frères africains, les stars là. Ne négligez pas vos frères, vos soeurs qui font dans le domaine là comme nous. Hein? Vous ne perdez rien. Parce que lorsque tu fais donation à une association reconnue d'utilité publique, c'est déduit dans tes taxes. C'est déduit dans tes taxes. Donc tu ne perds rien. C'est comme si tu payais les taxes. Donc l'avantage est que lorsque tu fais une donation, tu peux orienter ta donation. Tu peux dire à l'association que je veux par exemple que cette agence-ci aille par exemple construire, je ne sais pas moi, un hôpital en Afrique. Quant à l'association maintenant de prendre peut-être 20% pour son fonctionnement, parce que je vous ai dit, on a déjà un projet principal élaboré. Et une entreprise humanitaire, donc une ONG reconnue, une association reconnue d'utilité publique, peut gérer plusieurs programmes à la fois. Et ça dans des étapes, même par exemple au Cameroun ou en Afrique. Ça prend, je crois, 3 ans de fonctionnement en tant qu'association déclarée. Donc il y a un récépissé déclaration que vous devenez une ONG à travers vos rapports d'activité, etc. Ça prend 5 ans que vous pouvez maintenant vous rapprocher du ministère de l'Extérieur pour savoir quelles sont les modalités pour que votre association, qui est partie d'association déclarée, puisse devenir une fondation. Et là, il y a quand même des gros moyens. Il faudrait que vous soyez multimillionnaire, etc. Donc, vous voyez, donc, quelqu'un qui a une charité, a jamais, ça dit que si ce n'est la souffrance que quelqu'un comme moi j'ai subi, les blocages, etc., c'est un génie, pour vous parler simplement. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et il ne fera plus jamais certaines choses parce qu'il avancera seulement. Il avancera. Il avancera seulement. Puisque moi, il y a un moment, sans papier, et à l'époque, j'ai géré les shops de charité et des gens, des bénévoles qui n'étaient même pas sérieux. Tout ça est les papiers. Il te dit que j'ai l'expérience en ceci, l'ONG pour collecter. Maintenant, tu l'invites, quand on vous invite que venez collecter, le gars ne vient pas. C'est toi qui te retrouves encore en train de collecter tout ça, d'appeler les bénévoles et tout ça. C'est pourquoi j'avais fermé tout ça, machin-là. Mais l'entreprise humanitaire reste. Parce que lorsqu'on vous reconnaît comme d'utilité publique, c'est sur la base d'un projet. Et c'est à vie. C'est à vie. C'est à vie. Donc voilà un peu comment je voulais clarifier le grand public, et notamment les Africains francophones. Parce que quand quelqu'un s'assoit, il dit charité, c'est quoi? Voilà ce que c'est qu'une charité. Une entreprise, moi, ça prend 5 minutes. En 30 minutes en ligne, je te crée une entreprise, ça ne coûte rien. Puisque tu dis ce que tu vas, il n'y a pas d'obligation. C'est très simple, tu déclares et puis à la fin de l'année, c'est toi qui déclares ce que tu as eu, machin. Mais une entreprise humanitaire, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine, c'est pour les riches. Et c'est pourquoi ceux qui pensent à ce genre d'initiative, vraiment, je vous invite à être humble en payant les experts, ceux qui ont roulé la bourse. Vous payez quelqu'un qui va vous prendre le temps pour vous expliquer, par exemple, comme moi, qui va prendre 1 heure de temps pour vous clarifier, parce qu'à partir de là, vous saurez sur quel pied danser. Voilà un peu comment créer une association, ensuite aboutir à ce statut spécial d'association reconnue d'utilité publique en Angleterre. Donc voilà en bref et de quoi il s'agit, et j'espère que tout a été clair. Mais j'invite toutes les personnes qui ont pris le programme en cours de resuivre ça depuis le début. Et puis voilà quoi. Donc je vous remercie. Je vais mettre une petite musique et je vais vous quitter avec cette musique tout en vous souhaitant bonne fin de soirée. Je vous reviendrai peut-être la semaine prochaine. Mais comme je travaille un peu sur des sujets vraiment pertinents, peut-être ça pourrait être maintenant toutes les 2 semaines. Parce que j'aimerais vraiment évoquer des sujets qui éduquent.
des sujets qui permettent le développement personnel des individus. Donc voilà quoi. Merci bien. Rosine Memi, si tu suis depuis le début, quand je vais couper, tu suis depuis le début, j'ai parlé du processus en France. Et après, nous pourrons en discuter. Merci bien. Allez, bonne fin de soirée.